Mathieu Bock-Côté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bock-Côté, Martineau. Mathieu, je veux parler de ton dernier livre, ton dernier essai qui est disponible actuellement en librairie, Le totalitarisme sans le goulag. Je l'ai dans les mains. Moi, je trouve que c'est ton meilleur livre. Vraiment, c'est un livre excellent. Écoute, j'ai un ami qui me dit totalitarisme. Oh, c'est quand même assez provoquant, là. C'est un peu fort comme titre. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je me tourne vers Jean-François Revel. Jean-François Revel qui a écrit un livre remarquable qui s'appelait La tentation totalitaire. Et qu'est-ce qu'il décrivait là-dedans, puis qu'est-ce que je cherche à reprendre, mais en le déployant autrement, c'est que le totalitarisme, c'est une tentation qui est inscrite dans les replis intimes de la modernité. C'est-à-dire, le totalitarisme, c'est le versant sombre de la modernité. Je le résume ainsi, c'est la prétention à avoir, pour soi, le monopole du vrai, du juste et du bien, et parce qu'on a ça pour soi, et la prétention aussi de décrocher le paradis du ciel pour le réaliser sur Terre. Avec cette idée toute simple, eh bien, si j'ai la doctrine idéale pour créer une société idéale, eh bien, je vais l'imposer, mais ceux qui s'opposent à moi, puisque c'est le paradis sur Terre, eh bien, ceux qui s'opposent à moi, c'est pas seulement les adversaires, c'est les ennemis, et même des ennemis de l'humanité. Et ces ennemis, dès lors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il est légitime, à tout le moins, de les censurer, de les condamner aux marges sociales, de les pénaliser, de les criminaliser. Au XXe siècle, on a vu dans l'horreur absolue, c'est vraiment de les éliminer. Alors, le XXe siècle, on a eu quelquefois l'impression, après 1989, que l'expérience totalitaire était terminée. Le nazisme s'était effondré, le communisme s'était effondré, mais on a oublié que la tentation totalitaire, justement, elle peut se recomposer à l'abri des systèmes concentrationnaires atroces qu'on a connus, évidemment, au XXe siècle, mais elle revient aujourd'hui autour de quelle promesse, cette fois? C'est le paradis diversitaire, c'est une société délivrée du mal, c'est une société délivrée de l'intolérance, entre guillemets, délivrée de la haine, et là, ça nous ramène à cette question centrale. On a, comme époque, on nomme haine toute forme de désaccord significatif avec l'esprit de l'époque, avec les revendications dites minoritaires. Vous êtes en désaccord, vous n'êtes pas un adversaire, vous êtes un haineux, et la haine doit être éradiquée. Donc, se réactive la tentation totalitaire. Je ne dis pas qu'elle est aboutie partout, on s'entend, mais je dis que c'est un processus qu'il nous faut nommer et qu'il est difficile de repérer parce que justement, on a résumé le totalitarisme au goulag, or il se présente à nous aujourd'hui autrement. Écoute, tu es un maître de la démonstration, on le sait, mais moi, je trouve aussi que tu es un maître des citations. Tu arrives toujours à trouver des citations d'artistes et de penseurs qui illustrent tellement bien ce que tu dis. Par exemple, tu ouvres ton livre avec une citation, je ne connaissais pas, d'Eugène Ionesco, qui est extraordinaire. Alors, la voici. « Je crains la réalisation généralisée de l'utopie. » Lui, les utopies, ça lui faisait peur. C'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, là. Exactement. Et ça, faut comprendre, c'est le travers de la pensée utopiste. Moi, cette phrase-là d'Ionesco, elle m'a renversé lorsque je suis tombé là-dedans. De mémoire, c'est soit dans ses carnets ou soit dans un recueil de conférences. Mais c'est exceptionnel. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, la politique n'est pas le domaine de la perfection. Et si vous avez une société, imaginez une société parfaite, là, qui est conforme au plan d'une société idéale. Mais dès lors, quelle est la place, premièrement, pour la vie, le mouvement? Le propre de la vie, c'est le changement. Le propre de la vie, c'est l'évolution. Le propre de la vie, c'est les contradictions. Si vous avez une société parfaite, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui contredisent cette perfection? Eh bien, encore une fois, et là, ça nous ramène au contrôle de l'opinion dans les sociétés à tendance totalitaire. Ça nous ramène à la volonté de censure de plus en plus présente dans les sociétés totalitaires. Ça nous ramène avec l'idée, quelquefois, qu'il faut même que l'art soit au service du régime pour proposer un art qui serait l'expression esthétique de cette idéologie, alors que l'art, normalement, fouille dans les profondeurs de l'âme humaine, explore l'âme humaine dans son, au-delà, justement, de l'image qu'elle prétend donner d'elle-même. Donc ça, Ionesco a ce génie dans cette formule, d'autant que lui-même était a connu ça en direct, a connu ça directement. Puis il raconte dans ses échanges quelque part, je crois que j'ai fait écho dans le livre aussi, il raconte dans un texte, il dit un jeune stalinien, mais qui n'était plus stalinien, lui dit vous avez tort, Ionesco, vous étiez anticommuniste à l'époque, vous n'aviez pas le droit de l'être. Et ça nous rappelle, parce que vous étiez pour anticommuniste pour des mauvaises raisons. Ça nous ramène à cette phrase dont on a souvent parlé, toi et moi, à mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, parce que Sartre avait tort pour de bonnes raisons et Aron avait raison pour de mauvaises raisons. Et bien ça se reproduit aujourd'hui dans tous les débats publics qui sont les nôtres.
Écoute, si je peux prendre une autre citation que moi je trouve formidable, tu l'as déjà cité à notre antenne, c'est ton chapitre 2 qui est extraordinaire, l'institutionnalisation du mensonge, le réel ne passera pas, c'est un chapitre très important. Et tu commences en citant Solzhenitsyn, et là, je dois la lire, cette citation-là. Nous savons qu'ils mentent, ils savent aussi qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais nous savons aussi qu'ils savent que nous savons, et pourtant, ils continuent à mentir. C'est génial, ça. Mais c'est exceptionnel. Et Solzhenitsyn, toute sa réflexion sur le totalitarisme est une réflexion sur le rôle du mensonge dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a du mensonge, aucune société n'est absolument transparente elle-même, mais quand une société est fondée sur un mensonge institutionnalisé, parce que certaines vérités la feraient éclater, c'est quand même fascinant. Et ça, est-ce que ça parle encore de nos sociétés? Moi, je fréquente très souvent la classe politique pour l'interviewer et ainsi de suite, en France, mais aussi autrefois au Québec, mais là, je me concentre sur la France pour mon exemple. Combien de fois en interview, on a le politique, on lui parle, et ensuite, en privé, il nous dit non pas une version atténuée de son propos ou radicalisée, il nous dit le contraire intégralement. Et là, quand tu lui dis, mais pourquoi? Et il dit, mais parce que si je disais ça, il veut imaginer les conséquences. Donc là, on a vu, par exemple, je donne quelques exemples, dans tous les débats sur l'insécurité en France. Pendant longtemps, on disait, il n'y a pas d'insécurité. Il y a seulement un sentiment d'insécurité, donc il n'y a pas d'insécurité objective, c'est dans votre tête. Et délivrez-vous de vos peurs maniaques et paranoïaques, et vous n'aurez plus de soucis, parce que c'est un pur sentiment d'insécurité. Le débat sur l'identité de genre est absolument fascinant à la manière aussi. Quand tout le monde est obligé, je donne cet exemple-là dans le livre, en 2022, le planning familial. Le planning familial en France, c'est une organisation féministe importante. Fait une publicité en disant, nous, au planning familial, nous savons qu'un homme peut être enceinte. Bon. C'est quand même un peu, c'est quand même la fake news anatomique et biologique du siècle. Alors là, querelle, polémique, politique, tout ça. Et Isabelle Rome, qui est la ministre de l'égalité entre les sexes, intervient en disant, ceux qui s'opposent à cette affirmation versent dans des propos transphobes et en viennent à soutenir l'extrême droite. Alors là, c'est quand même, ils font le jeu de l'extrême droite. Donc, si vous nommez une réalité qui entre en contradiction avec le dogme diversitaire dans ces différentes manifestations, l'immigration est en toutes circonstances heureuse et lumineuse, ou encore un homme peut décider d'être une femme peut décider d'être un homme, on reconnaît pas votre sexe à la naissance, on vous l'assigne de manière autoritaire, le racisme anti-blanc n'existe pas, si vous soutenez le contraire, vous êtes un extrémiste de droite. Eh bien, il y a une institutionnalisation du mensonge qui fait penser, moi, quand je lis Solzhenitsyn, quand je lis Miloche, qui est un autre auteur que je vénère, quand je les lis, j'ai quelquefois l'impression que ça décrit beaucoup non pas nos sociétés dans le détail, mais le mode de fonctionnement d'une bonne partie de nos élites. Et ce que tu dis à la fin, c'est qu'il faut, et là, tu sais, tu boucles la boucle parce qu'on revient à la citation d'Ionesco. Il dit, je crains les réalisations généralisées de l'utopie. Ce que tu termines en disant, il faut apprendre à vivre avec un monde imparfait. Et c'est la recherche de perfection qui est inquiétante et épeurante. Ben absolument. Toute forme de paradis sur Terre serait terrifiante. Ne l'oublions jamais. Le 20e siècle a voulu faire le paradis sur Terre et il a fait l'enfer sur Terre. Moi, je pense que la beauté de l'humanité, c'est pour ça que je termine avec une citation de Chesterton, que j'aime passionnément. C'est un auteur que j'ai lu, relu, re-relu. Chesterton nous dit, il faut renouer avec l'être humain. J'ai pas la phrase exacte en tête, mais cette espèce de créature imparfaite qui fabrique des dieux, buveur de bière, sensuel, emporté, exalté, imparfait, un peu cynique, mais pas complètement. La bête humaine telle qu'elle est, avec ses contradictions, avec son génie, avec sa médiocrité, avec son aspiration au bonheur, avec sa tentation du mal, avec son amour du banquet, avec le plaisir de la scène, la bête humaine est infiniment plus intéressante que la créature grise ou baise, interchangeable dont ont besoin toutes les utopies, parce que qu'est-ce que le propre de l'être humain dans l'utopie, c'est que l'être humain doit être simplement la reproduction de la doctrine idéale. Donc on a l'idéologie dominante, puis il y a l'homme nouveau qui lui doit être un calque de l'idéologie dominante. Et là, Chesterton nous dit, non, aimons la bête humaine dans son imperfection. Et je crois aussi que c'est dans cette imperfection humaine que se trouve la capacité de résister à l'idéologie qui vient tout araser, qui vient tout aplatir et qui vient tout écraser. Il y a une fameuse citation, je crois pas qu'elle est dans ton livre, mais la plus grande réalisation du diable, c'est de nous avoir convaincus qu'il n'existe pas. Et c'est ce que disent maintenant les wokistes. Le wokisme, ça n'existe pas. C'est une mais t'as tout à fait. Alors moi, j'utilise cette formule-là, mais c'est dans un autre débat, parce que tu as raison. Le wokisme, il y a une originalité de la chose. C'est que les woke se sont d'abord dit woke avant de refuser cette étiquette, parce qu'ils se sont rendus compte qu'elle se retournait contre eux. Et ça, c'est intéressant.
Mais là, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'utilise cette formule-là dans le livre, mais sur le mode pour l'enquête sur l'extrême droite, parce que je chapitre sur l'extrême droite introuvable. Et là, je note que dans le débat public contemporain, tout le monde lutte contre l'extrême droite à temps plein, mais personne ne parvient jamais à la définir. Et là, à un moment donné, c'est ce que j'appelle l'argument de l'exorciste, donc l'argument du diable. Donc là, on a aujourd'hui des gens qui, en politique, disent, lorsqu'ils rencontrent quelqu'un avec qui ils sont en désaccord, ils disent, avouez que vous êtes d'extrême droite. Non, pas vraiment. Non, avouez-le, vous le cachez. Et là, on est sur le mode arrière Satan, où la politique se pratique avec une gousse d'ail, un grimoire et un crucifix, et sur le mode avouez votre nature. Oui, et là, on refuse d'accepter l'idée qu'on a devant soi des interlocuteurs légitimes. On les traite comme des gens exorcisés pour les délivrer du mal, c'est-à-dire aujourd'hui de la tentation haineuse. Et ça, moi, je trouve que ça relève de l'esprit de l'époque. En fait, on fait plus de politique, on fait de la religion. Moi, tout à fait. Écoute, il y a déjà les gens qui disent c'est trop dur, c'est trop exagéré, le nom totalitarisme. J'ai chez moi un livre, et je crois que je te l'avais montré à un moment donné lorsque tu es venu souper à la maison, mais c'est un livre c'est un livre de photos par un photographe chinois qui se baladait dans les villages en Chine pendant la révolution culturelle et qui prenait des photos de ces gens qui, parce qu'ils avaient dit des mauvaises choses sur le régime, devait se tenir debout sur une scène pendant des heures avec un bonnet d'âne littéralement sur la tête et avec un écriteau accroché à leur cou disant que c'était des ennemis du régime, et les gens du village défilaient et leur crachaient dessus. Et le gars, il y a plein de photos partout dans les villages. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Sauf que, bon, au lieu de te faire cracher dessus au village, tu te fais insulter, tout le monde en parle, mais c'est la même affaire. Ah ben oui, et sur les réseaux sociaux. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est ce que j'appelle la logique de la pendaison, la lapidation médiatique du jour. Donc, on identifie quelqu'un qui est le salopard du jour, à qui on va coller l'étiquette infamante du moment, transphobe, homophobe, fasciste, extrême droite, tout ça. Il y a des nuances là-dedans. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, tout le monde doit le condamner. Et là, celui qui ne condamne pas à ce moment-là, celui qui ne participe pas au lynchage, est dès lors vu comme un suspect, parce que si vous ne participez pas au lynchage, dès lors êtes-vous complice du lynché. Est-ce que votre silence ne serait pas une forme de complicité avec l'homme ou la femme qui est aujourd'hui dénoncé? Donc, on le voit souvent. Il y a la controverse du jour, puis là, il y a les espèces de commissaires politiques qui servent aujourd'hui de journalistes et qui vont dire « Ah, lui n'a pas dénoncé. Pourquoi vous n'avez pas dénoncé? Est-ce que votre silence ne cache pas quelque chose d'atroce? » Et ça, je pense que c'est, encore une fois, c'est la logique totalitaire. Et avec l'autocritique, tu parles de ce qui se passait dans la chaîne de Mao. Aujourd'hui, quand quelqu'un a le malheur de contredire l'idéologie dominante, l'idéologie diversitaire, mais il doit aller faire pénitence publiquement. Et c'est toujours, on connaît même le rituel, hein, il va commencer à dire je ne me suis pas rendu compte de la portée de mes propos sur soit le sexisme, le racisme, je n'étais pas conscient de mes privilèges d'homme blanc hétérosexuel, je m'en excuse. J'ai parlé à mes amis féministes ou racisés qui m'ont expliqué à quel point mon propos était inacceptable. Je me suis engagé à me réformer, à me rééduquer, mais je leur demande pas de me rééduquer parce qu'ils ont déjà le fardeau de porter leurs conditions minoritaires. Donc, je me rééduquerai. Et mon objectif au terme de ma rééducation, c'est de devenir un allié des minorités du moment. Et comment en donnerais-je la preuve? Je deviendrai un délateur moi-même pour condamner ceux qui, dans mon groupe antérieurement, n'ont pas encore accompli ce processus de conversion, celui que je viens de faire. Mais je m'excuse, ça, c'est la réinvention du schème de l'autocritique maoïste ou communiste. Mais dans les sociétés diversitaires, j'en avais parlé dans mon livre précédent, j'en reparle dans celui-là, parce que ça, pour moi, c'est une question centrale, cette exigence d'autocritique pour être capable de réintégrer en société, à condition d'avoir les genoux rougis et d'être sur le mode de la pénitence absolue. Et ça, c'est quand même un trait marquant, je parle de la psychologie totalitaire. À condition d'avoir les genoux rougis, j'adore ça. C'est un excellent livre, et je le dis, moi, je trouve que c'est ton meilleur, et tu en as écrit des bons. Le totalitarisme sans le goulag, et j'aime particulièrement la photo, l'image, c'est l'histoire. Un homme, il y a un bandeau sur la bouche, bien sûr, parce qu'on veut le faire taire, mais le bandeau, c'est un hashtag. Ah ouais, ça c'est le génie brillant. Les illustrateurs de livres sont remarquables. Celui qui a fait ça, j'ai vu la couverture de mon livre, je me suis dit, le type a tout compris. Tout compris. Un excellent livre, et même si vous ne lisez pas beaucoup d'essais, c'est facile à lire, c'est facile à comprendre. C'est une démonstration totalement éclairante. Un excellent cadeau de Noël, avec à côté le roman de Joseph Facal. 2 bons livres. Évidemment, absolument. De nos collaborateurs. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée.